Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Dany Lang. Bonjour Dany. Bonjour. Enseignant-chercheur en économie à Paris Nord, Sorbonne Paris Nord. À vos côtés, Christian Poyot. Bonjour Christian. Bonjour Raphaël Legendre. Cofondateur et PDG de Micropole du groupe Talent. Et face à vous, Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Merci à tous les trois d'être là. On a un programme chargé aujourd'hui. C'est le dernier jour pour le budget 2026. On est le 2 février. On y arrive enfin. Alors, c'est un peu plus rapide finalement que l'année dernière. L'année dernière, on avait fini mi-février. Mais évidemment, le budget fait la une des quotidiens ce matin. Je le disais, un budget de tous les renoncements pour le Figaro. Un budget de faux semblants pour l'opinion. Comment vous qualifieriez ce budget 2026? Allez, je vais prendre les trois les uns après les autres. Je commence par vous, Dany Lang. Je veux bien tirer en premier. Alors bon, évidemment, sur ce point-là, on aura des désaccords. Pour moi, ce budget, il est beaucoup trop austéritaire et restrictif. Austéritaire et restrictif. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour ça. Écoutez, sauf en impôts. On voit pas tout à fait les mêmes choses. On va en discuter ensemble. Mais en tout cas, il me semble, bon, avec des nuances quand même, parce que ils ont quand même essayé de faire attention à tout ce qui est secteur stratégique. Il y a effectivement un effort sur le militaire, etc., mais sur l'enseignement, la recherche, sur tout ce qui est l'éducation, sur tout ce qui est l'hôpital. C'est un budget qui me paraît beaucoup trop strict, sévère. Et après, on va encore se plaindre de ne pas atteindre les 1% de croissance, alors que c'est vraiment pas optimiste du tout. Bref, c'est un budget qui coupe dans des secteurs où le multiplicateur budgétaire est relativement élevé, ce qui n'est pas une bonne idée dans un contexte où la croissance est déjà très molle, voire inexistante. Budget austéritaire, nous dit Dany Lang. Christian Poyot, comment vous qualifieriez, vous, ce budget ? Alors, il y a le fond et la forme, si j'ose dire. Sur la forme, on va dire que le monde économique, je pense parler en partie, bien sûr, pas sur ce sujet-là, et se dit, OK, au moins on tourne la page, voilà. On passe au moins on a un budget. Non, mais il y a le mérite d'exister. Après, c'est un faux budget, enfin... C'est un budget de trompe-l'œil, quoi, si j'ose dire. C'est un budget de compromis. Donc, un budget de faux semblants, titre l'opinion. Oui, voilà, de faux semblants, etc. Alors, moi, les deux points qui me semblent majeurs, c'est très structurellement le décalage du projet de réforme des retraites. Ça, c'est emblématique de la fuite en avant, du refus de la réalité d'un certain nombre de politiques, que je ne citerai pas, mais on voit bien évidemment ça va impacter les années futures. C'est dramatique de ce point de vue-là, dramatique, voilà. Et puis après, évidemment, je ne partagerai pas ce qui a été dit juste avant, parce que la variable d'ajustement principale, c'est les entreprises. Donc on dit qu'on veut faire 1% de croissance et on tape sur les entreprises. Alors 300 entreprises, c'est vrai que le choix qui a été fait, c'est de cibler les très grandes entreprises. Les très grandes entreprises, alors Micropole, Groupe Talent, on est une grande entreprise, mais on n'est pas une très grande entreprise, donc quelque part on n'est pas visé par ça, mais c'est nos clients. Oui. Ils vont avoir combien d'impôts à payer en plus ? 7,3 milliards de surtaxe d'IS. Donc s'ils les payent, ça veut dire qu'ils ne vont pas investir. Voilà, donc oui, c'est mécanique, je suis désolé, c'est mécanique. Et je peux dire, moi, je le vis tous les jours. On a des clients qui disent, on va réduire nos investissements. C'est comme ça, c'est mécanique. On peut sauter sur sa chaise, mais c'est mécanique. Donc les grandes entreprises, y compris vis-à-vis de leur écosystème, des autres entreprises françaises, ETI, PME, etc., vont réduire leurs investissements, d'accord ? Et puis on diminue encore notre compétitivité par rapport à l'Allemagne. Il faudrait comparer par rapport au budget allemand. Alors, je n'ai pas tout le détail, mais le budget allemand qui est sorti, là, il cible manifestement l'investissement pour les entreprises. Il aide les entreprises en baissant le taux d'impôt sur les sociétés. En baissant le taux d'impôt sur les sociétés. Donc, vous avez une Allemagne qui, elle, mise sur les entreprises. Pourquoi faire ? Pas pour faire des profits, pour je ne sais pas trop qui, mais pour créer de l'emploi, créer de l'investissement, créer de la dynamique, effectivement, et repartir en avant. Et puis en France, on tape sur les entreprises de manière générale. Alors, on se dit, on cible les grosses entreprises. Alors là, ça va nous... on va échapper à la vindicte populaire, voilà, etc. Mais les chefs d'entreprise petits ou moyens, ils ne sont pas dupes, si vous voulez. Ils savent très bien qu'en tapant sur l'entreprise petite enfin, les grosses, ça revient au final sur nous. Donc voilà, donc c'est un faux semblant avec des bêtises, pour ne pas dire autre chose, de fond et structurelles et conjoncturellement des erreurs en négligeant l'investissement des entreprises. Ludovic, on a deux constats à la fois similaires et totalement différents, c'est-à-dire que dans les deux cas, on nous explique que ce soit Dany Lang ou Christian Poyot, que ce budget est mauvais pour la croissance, l'un en disant qu'on fait trop d'économies,
l'autre en disant qu'on pénalise l'investissement des entreprises. Mais ce que caractérise Dany et Christian, je pense on va se mettre au-dessus, c'est un budget schmilblick, quoi, on n'y comprend rien. Donc en fait, il n'y a pas d'impulsion. Pas mal le cap, ça. Il n'y a pas d'impulsion, c'est un montage, on va dire, de mesures plus ou moins instruites. Le plus grave, peut-être, c'est que cet objet-là qui va prendre naissance aujourd'hui, le 2 février, on sait que c'est déjà un objet qui a un trou sous la coque. En fait, déjà, il manque 600 millions de la Sécu avant même qu'on démarre. Ouais. On prie pour que la croissance le Haut Conseil, il faut qu'on explique, tout le monde n'a peut-être pas suivi tous les épisodes à rebondissement, mais le Haut Conseil pour la protection sociale a indiqué effectivement en fin de semaine dernière qu'il y avait notamment 2 mesures qui n'avaient pas été prises en compte, qui n'étaient pas financées dans le budget et qui devraient faire dépasser le budget de la Sécu au-delà des 20 milliards de déficit. Côté Sécu, il manque 800 millions d'euros en plus. Il y a déjà un décalage qui se compte en centaines de millions. Oui. L'autre partie du budget s'en remet énormément. Je reprends les phrases de Sébastien Lecornu en espérant que la croissance française soit un peu plus audacieuse qu'on espère. Oui. Donc, c'est terrible pour un pays, un 2 février, de s'en remettre déjà à cette équation-là, c'est-à-dire finalement de se dire on a un budget qui est déjà déficitaire à certains endroits, et par ailleurs, on va espérer que les 11 mois qui viennent se déroulent à peu près bien pour qu'on sorte pas trop de la zone des 5%, alors à 5% de déficit, qui semble de plus en plus hypothétique aujourd'hui. Oui, il y a Davidia qui réagit sur les réseaux. N'hésitez pas à réagir sur mon compte @legenrat sur X notamment, qui dit un budget austéritaire à 5% de déficit par rapport au PIB. Il a un peu surpris pour l'interrogation. Est-ce qu'on peut dire qu'un budget à 5% de déficit est austéritaire, Denis Lang ? La question, c'est pas le pourcentage de déficit. D'ailleurs, il y a 5%, 60%. Ce sont pas des chiffres. À mon avis, on en fait trop des veaux d'or. Ça n'a pas un sens absolu. Ce qui a un sens, et la vraie question à se poser, c'est de savoir quel est le niveau du taux d'intérêt français à 10 ans, moins l'inflation par rapport au taux de croissance. Or, quand on fait de l'austérité budgétaire, on l'a très bien vu, et s'il y a une leçon à tirer des années 2010, notamment dans les pays du Sud, c'est quand on fait de l'austérité budgétaire, on aggrave le déficit parce que tout simplement, on tape sur les rentrées fiscales qui, derrière, vont permettre de réduire ce déficit. Donc le truc, l'économie, c'est pas comme un ménage. L'économie, c'est un circuit, et quand on retire de l'argent du circuit et que ça tourne moins vite, forcément, on aura moins de rentrée fiscale derrière. Il faut arrêter avec ces 3% ou ces 60% que personne n'a jamais respecté, à part l'Allemagne à certains moments. La vraie question, je rappelle que la moyenne de la zone euro est inférieure aux 3% dorénavant. Oui, Daniel, on est les seuls à être très loin derrière. La zone euro ne va pas extraordinairement bien au plan économique. Donc, il faut arrêter de confondre ce qui devrait être des objectifs intermédiaires, des objectifs finaux de politique économique. Les objectifs finaux, ça doit rester notamment l'emploi, ça doit rester notamment la transition écologique, ça doit rester la transition numérique, ça doit rester des choses qui sont beaucoup plus importantes que 5% ou 3% ou 2%. Il y a différents moyens d'arriver à ça, mais sauf que les 3%, c'est le niveau pour stabiliser la dette. Vous savez, tout à l'heure, ça, c'est extrêmement discutable. Le niveau qui permet de stabiliser la dette, c'est quand on a un taux d'intérêt réel qui est inférieur au taux de croissance. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec ce budget, même si effectivement... R est devenu supérieur à G, malheureusement, depuis l'année dernière, ou depuis 2 ans. C'est ceci qui est véritablement inquiétant, parce que les taux d'intérêt sont quand même relativement... Historiquement, les taux d'intérêt sur la dette à 10 ans française sont relativement raisonnables, même si on avait été habitué ces dernières années à des taux plus bas. Mais le vrai problème, c'est qu'en face, le G, le taux de croissance, il est extrêmement faible, et c'est pas en appuyant sur le frein que la voiture va rouler plus vite. C'est en dépensant toujours plus, parce qu'on a quand même le taux de dépense publique le plus élevé au monde, donc on devrait avoir la croissance la plus élevée au monde. Alors aussi. ça, c'est extrêmement discutable. On va être à combien cette année ? On va être à 118% de... On va arriver à 118,3% de dette en fin d'année, et peut-être 135% au début des années 2030, selon les projections de François Eccal. Voilà, exactement, François Eccal qui connaît bien le sujet. On dit, mais ça, c'est dramatique. La politique a changé. Voilà.
La politique a changé. Oui, enfin là, on ne peut pas dire que le budget de cette année, justement, a changé la politique. Parce que vous êtes en découvert, si j'ose dire. La France est en découvert. Bon. Et pourquoi elle est en découvert? Non pas pour payer de l'investissement, mais pour payer des retraites. Les dépenses courantes. Parce que qu'on investisse et qu'on prenne des dettes, très bien, tout le monde le fait, les particuliers, les entreprises, parce qu'on veut acheter un appartement ou créer une nouvelle usine, etc. Donc on investit. Là, on est à découvert parce qu'on paye des retraites, ce qui est nécessaire, évidemment, ce qui n'est pas vraiment un gage d'avenir de manière générale. Et donc, le coût de la dette va augmenter de manière énorme. Donc, comment faire pour réduire ça? Faut faire des économies et il faut développer la production, la création de richesse nationale. Donc, les économies, on ne les voit pas dans le budget, c'est le moins qu'on puisse dire, et je ne vais pas boucler, mais sur le développement de la richesse nationale, non, on tire sur les outils productifs que sont les entreprises. Donc, on a tout faux sur ce sujet-là. Donc, les 130%, ils nous pendent au nez, si j'ose dire. Est-ce qu'on va tenir l'objectif de 3% je crois que le projet, c'était en 2029, Ludovic. Mais on devait être à 4,6% de déficit à l'origine. Là, on est à 5. Est-ce que l'objectif des 3% en 2029, on peut l'enterrer? La trajectoire est de plus en plus complexe. Ce qui est compliqué dans l'approche aujourd'hui, on va dire, du gouvernement et de Sébastien Lecornu, c'est que la France en remet beaucoup à chaque fois dans son raisonnement, en espérant que... mais comme si l'économie était quelque chose de subi, en fait, à la fois la situation européenne, la situation mondiale. Après, plus grave encore, et j'espère là au moins je le partage avec Dany, c'est que c'est un budget, je le dis, je le redis, qui n'a pas d'impulsion. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont délétères. Après, sur des choses qui seraient des engagements forts dans ce pays et nécessaires, je pense à la jeunesse, je pense à l'innovation, je pense à la recherche, mais je pense aussi à l'éducation. C'est-à-dire que c'est tous ces domaines-là qui demanderaient des efforts aujourd'hui pour que la France reste dans la course ou revienne dans la course dans certains domaines. Là, on a un budget de gestionnaire qui ne fait ni économie, qui essaye d'aligner des chiffres avec des transferts de quelques milliards entre la Sécu, le budget d'État et tout ça. Franchement, c'est pas à la hauteur d'un pays comme la France. Très, très, très sincèrement, c'est pas à la hauteur. Non, mais c'est un budget de compromis politique, quoi. Oui, mais le compromis, c'est très bien, il est compliqué, mais je suis assez d'accord avec vous. Et de la même manière, là, je vais sans doute vous surprendre. Alors, je suis en désaccord complet sur la taxation supérieure pour les grandes entreprises, etc. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut donner des perspectives et que l'objectif d'un budget, ça ne doit pas être de boucler, de boucher des trous et de prendre là pour mettre là, etc., mais donner des perspectives. Alors justement, il n'y a pas de perspective, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce que on fait comme si la croissance, ça tombait du ciel. Alors évidemment, la France est un petit pays par rapport aux États-Unis et par rapport à d'autres pays, mais elle n'a pas non plus... elle n'a pas non plus pas de marge de manœuvre pour déterminer les grandes lignes. Il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer l'orientation générale du budget, où on devrait mettre beaucoup plus sur la recherche, sur l'éducation, sur l'investissement, dont le déterminant fiscal n'a jamais été prouvé. Alors ça, je peux vous en sortir 150 études. C'est pas le principal déterminant de l'investissement. Même dans la plupart des études empiriques, la fiscalité n'apparaît pas. L'INSEE, dans sa note de conjoncture, je me permets de vous couper, mais a dit au mois de décembre, effectivement, que la surtaxe d'impôt sur les sociétés, a priori, n'avait pas pesé sur l'investissement des grands groupes. Non, mais c'est parce que toutes les études empiriques le montrent. C'est pas le principal sous réserve que c'était du one-shot. C'est-à-dire que là, si ça devient régulier, ça risque de changer les choses. Ça ne deviendra pas forcément régulier. Plus de 15 milliards de surtaxe, ça doit peser quelque part. En tout cas, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut tracer d'autres perspectives et cesser d'utiliser le budget pour prendre là et boucher des trous. C'est pas un projet d'avenir et c'est pas un projet non plus qui est porteur d'un rebond de l'économie et de la croissance future, et qui répond notamment pas au budget, à l'enjeu de la transition écologique qui est urgente, qui est un réservoir de croissance important. Et on le voit pas trop dans ce budget, même si on sent bien qu'ils ont essayé de préserver cet aspect-là. À mon avis, c'est nettement insuffisant. Allez, il faut qu'on avance. Je voudrais qu'on parle de l'emploi des jeunes avec cette proposition choc du MEDEF qui a été posée sur la table du dialogue social, tout simplement, la semaine dernière. C'était la première réunion de l'année entre les numéros 1 du patronat et des syndicats. Et parmi ces propositions, celle d'un assouplissement du contrat de travail à durée indéterminée pour les jeunes, pas n'importe lesquels. Pour les NEETs, je le rappelle, ce sont 1,4 million de jeunes sans emploi, sans formation, sans diplôme.
donc des jeunes qu'il faut vraiment aider et qu'il n'est pas facile d'aider non plus. Donc les deux propositions, un CDI avec une durée préalable avant l'embauche de 3 ans, un droit rechargeable, mais on pourrait les licencier les 3 premières années sans problème, et puis un SMIC qui serait aussi inférieur. Christian Poyot, est-ce que c'est une bonne idée ? Qu'est-ce qu'on reproche à Patrick Martin ? D'être pragmatique, de regarder les choses en face, de proposer des solutions. On lui reproche de refaire le CPE de Dominique de Villepin de 2006 et le CIP d'Édouard Balladur en 93. Le MEDEF, vous savez, le MEDEF, c'est les entreprises déjà. Moi, j'ai été membre du conseil exécutif donc, en plus de 2 ans. C'est des sujets concrets. Est-ce que le problème du chômage des jeunes est un vrai problème ? Je crois qu'ils sont à 19% de taux de chômage. Quasiment, oui. Si je ne me trompe pas. 18,5% pour les moins de 25 ans, quand la moyenne européenne est à 14,4%. Voilà. Ce qui est dramatique pour les jeunes en premier lieu, c'est-à-dire comment font-ils ? Voilà, c'est des situations personnelles extrêmement dramatiques. Et puis c'est dramatique pour le tissu économique global français. Bon, après, on va dire des choses très basiques. C'est-à-dire quelqu'un qui démarre sur le marché du travail et qui en plus, donc là, on parle des jeunes qui effectivement n'ont ni formation, ni etc. Qui ont quitté le système effectivement sans aucun diplôme, sans rien, qui sont dans une galère etc. Donc il n'y a aucun jugement de valeur sur ces personnes-là. Parfois très désocialisés. Ils vont rentrer dans une entreprise, ils ne vont pas savoir faire grand-chose. Et encore une fois, vraiment, mon propos est positif, n'est pas critique. Oui. D'abord, on a tous été débutants. Quand on débute, on ne sait pas faire grand-chose globalement. Oui. On peut estimer que si on a une formation très pratique, on est quand même à même de faire certaines choses. Donc il va falloir les former. Et je voudrais rappeler que dans les propositions de Patrick Martin, du MEDEF, il y a aussi le fait de dire on va lier ça à de la formation. C'est la contrepartie d'un SMIC inférieur au salaire minimum français. Parce que, comme d'habitude, c'est une obligation de formation. Un pan du truc, mais on oublie l'autre, d'accord ? Donc, ce que dit le MEDEF, c'est on va avoir des gens qui vont arriver, qu'on va être content d'embaucher. Simplement, il va falloir les former, et c'est normal. Ils vont être d'une manière ou d'une autre moins productifs. Le mot est peut-être vilain, mais c'est quand même la réalité des choses. Vous payez quelqu'un, c'est pour faire un travail, voilà. Oui. Donc, on propose tout ça, c'est pour avoir un peu plus de souplesse pour créer un flux d'entrée, pour que les entreprises disent ok, je vais tenter X ou Y, là, c'est pas sûr, il n'est pas bien formé, je ne sais pas ce que ça va donner, ok, on l'embauche. Et puis, si malheureusement, parce que le chef d'entreprise, il ne va pas s'amuser à les embaucher pour les virer après, il va avoir passé du temps, il va les avoir formés. Donc, si malheureusement ça ne marche pas, oui, là, effectivement, on veut plus de souplesse. Donc, c'est du bon sens, tout simplement. Voilà. Alors, évidemment, on a certains syndicats, on a toujours les mêmes, d'ailleurs, qui montent sur leurs grands chevaux, etc., en rappelant de l'histoire. Le CEP et le CIP, ça a été abandonné bêtement parce que effectivement. Alors le CEP, je crois que c'était pour tous les jeunes. Le CPE, contrat première embauche, et le CIP, c'était le contrat d'insertion professionnelle par Édouard Balladur en 93. Moi, j'étais CPE 2006, Dominique de Villepin. Juste de la présidence de Croissance Plus à cette époque-là. Effectivement, ça concernait tous les jeunes, qu'ils soient diplômés ou non. Bon, là, c'est pas le cas. Voilà. Donc encore une fois. Oui, c'est vraiment concentré sur les jeunes qui n'ont aucune formation. C'est un sujet grave sur lequel il faut trouver des pistes pragmatiques qui puissent fonctionner. Donc, Patrick Martin met ça avec raison, faisons avancer le débat, mais trouvons une solution. Alors, arrêtons de faire de l'incantatoire. Voilà. Dany Lang. Alors, sur le constat, je suis d'accord avec vous. On a un chômage des jeunes beaucoup trop élevé. On peut rappeler les chiffres. Le taux d'emploi des jeunes en France est de 35% quand il est de 51% en Allemagne et de 75% aux Pays-Bas. Il y a le chômage des moins de 25 ans. On en parlait avec vous, Christian Poyot. C'est 18,5% en France quand la moyenne européenne est à 14,4% et l'Allemagne à 6,3%. Oui. Et quelle est la différence majeure avec l'Allemagne ? C'est pas tellement la souplesse de l'embauche des jeunes. La différence majeure avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, et c'est structurel, ça fait 40 ans qu'on en parle, l'Allemagne facilite a tout mis en place pour faciliter la formation des jeunes. Et très, très franchement, je suis d'accord avec vous sur le constat. Je ne suis pas du tout d'accord avec les solutions. Ce n'est pas en les payant moins, et notamment en dessous du SMIC, qu'on va s'assurer que ces jeunes deviennent plus productifs, mieux formés, etc. Notamment parce qu'il est difficile de vivre avec un SMIC. Et quand vous avez des préoccupations de la vie quotidienne en permanence qui viennent vous rattraper parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, c'est extrêmement difficile d'être productif. Donc je suis complètement en désaccord avec l'idée qu'il faudrait moins les payer. Quant à la durée,
est-ce qu'on a vraiment besoin de 3 ans pour savoir si quelqu'un fait l'affaire? Très franchement, ok, on prend quelqu'un qui n'a pas d'emploi, n'a pas de formation. On prend quelqu'un qui n'a aucune formation, aucun diplôme, mais conforme. Mais déjà, attention aux effets de substitution avec les gens qui, eux, auront suivi des formations, des qualifications, etc. Ils existent, et si ces jeunes coûtent moins cher, les entreprises vont choisir ces jeunes plutôt que des gens qui ont joué le jeu de la formation, de la qualification et qui y seront arrivés. Hein. C'est pas qu'une question de volonté, mais attention aux effets de substitution. Je ne suis pas convaincu que c'est en payant les gens moins cher qu'on les rend plus productifs. D'ailleurs, les études empiriques montreraient plutôt que la productivité augmente lorsqu'on monte dans l'échelle des salaires. Et puis, il y a effectivement un vrai sujet de savoir au bout de combien de temps on peut licencier quelqu'un quand on prend un pari comme ça. C'est un risque que je reconnais volontiers. Mais est-ce qu'on a besoin de 3 ans pour savoir si la personne fait l'affaire ou si elle s'est suffisamment formée? Je ne le crois pas. Très franchement, je ne le crois pas. Les entrepreneurs savent très bien si quelqu'un fait l'affaire ou non. Ils s'en rendent compte au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Donc, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 3 ans. C'est une nouvelle manière. Mais l'idée d'un cadre assoupli pour des jeunes qui ont une employabilité, comme on dit aujourd'hui, beaucoup plus faible. Est-ce que ça peut aider ? Une fois de plus, je ne rejette pas l'ensemble de la chose. Je dis juste que 3 ans, ça me paraît être un délai plus que déraisonnable. Bon, c'est un début de discussion, peut-être. Ludovic de Sauté. Non, sur ce dossier. Ça a été fait ailleurs. Oui, ça a été fait ailleurs. Je pense que je vais avoir une lecture un petit peu. L'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Je vais avoir une lecture, oui, tout à fait. Depuis, il y a en fait des crans en Italie qui ont été mis en place selon l'âge et l'ancienneté qu'on a dans l'entreprise. Je vais avoir une lecture un peu plus politique. D'abord, finalement, et je trouve qu'en ça, merci au MEDEF. Officiellement, ça y est, c'est fait. C'est le MEDEF qui a donné le coup d'envoi de la présidentielle 2027. Oui. En fait, c'est pas, ils sont complètement ratés sur Zuckman, ils sont complètement ratés cet été. Ça a été une catastrophe. La REF était dépressive, en train de pleurer face à Bayrou et tout ça. Là, pour le coup, c'était une réforme en colère, de patron en colère. Non, mais là, pour le coup, au moment où le budget arrive, c'est clairement le MEDEF donne un coup d'envoi. On le voit d'ailleurs avec des prises de position de différents aussi patrons. Oui. Et ça, c'est intéressant, et je le note, et ça veut dire aussi qu'il y a un esprit qui est en train de se construire. Je trouve ça très bien. Avec une demande des Français. Il y avait un sondage hier dans la Tribune dimanche qui citait plus de 50% des Français. À 77% des Français qui attendent de voir les chefs d'entreprise entrer en politique. Donc là, enfin, le MEDEF sort et prend le débat. Oui. Après, ce qui est intéressant, toujours dans cette séquence politique, c'est que, rappelez-vous, il y a encore pas très très longtemps, il y a quelques semaines, on a abandonné la réforme des retraites, et là, tout d'un coup, il y a un mouvement du MEDEF, on va dire, le nouveau problème, c'est les jeunes. Donc on est parti à l'autre bout du spectre. Tant mieux, parce que les jeunes, on n'en a pas assez parlé. Après, les mesures... Un combat de fond de Patrick Martin, président du MEDEF. Il en a parlé à la REF, il en a parlé... Je suis d'accord avec certains éléments de Dany. C'est-à-dire que ce que le MEDEF fait ressortir, c'est le manque de fluidité du marché du travail qu'on voit régulièrement, ne serait-ce qu'avec la création d'entreprises, les micro-entreprises qui se développent à tout va, parce qu'il y a clairement un problème de fluidité statutaire sur le marché du travail aujourd'hui. En revanche, ce qui va être compliqué dans les propositions du MEDEF, c'est les lignes de démarcation. C'est-à-dire à partir de quand un jeune mérite un SMIC jeune ou ne mérite pas un SMIC jeune. Alors là, politiquement, c'est quelque chose de très très toxique. Faire que tout d'un coup, toi tu es à 80% du SMIC et toi tu es à 100% du SMIC. Là, ces lignes à construire politiquement, elles vont être très très complexes. Est-ce que ça peut pas être le diplôme et la formation, tout simplement? À voir. Il y a des pistes possibles, mais quel diplôme, quelle formation et tout ça. Et puis, je reboucle aussi avec un élément, parce que ça fait partie du débat budgétaire qu'on abordait juste auparavant. C'est que quand même, il y avait un outil qui a un peu dérivé, qui a été mal piloté. N'oublions pas l'apprentissage aussi. C'est-à-dire qui est là, qui est proposé, qui a été revisité au travers du budget. Oui. Et au sein de l'apprentissage, il y a une dynamique à construire, un meilleur pilotage, parce qu'on sait qu'il y a eu des abus dans tous les sens autour de l'apprentissage. Pas qu'en entreprise, dans le système aussi de formation, avec des formations bidons, des boîtes privées qui se sont montées et qui sont complètement bidons. Oui. Et peut-être que là, il y a un effort collectif entre l'État, les entreprises à mettre en place pour avoir une vraie relance de la formation professionnelle. Pas forcément diplômante, mais en tout cas, il y a un enjeu profond, il y a des métiers en tension dans ce pays. Question Poyot.
Oui, alors déjà, le MEDEF n'a pas abandonné le sujet des retraites, si j'ose dire, simplement, ok. Non, mais c'est curieux d'être sur les jeunesses. On prend acte de ça. Ouais. Deuxièmement, le sujet de la jeunesse, effectivement, le MEDEF et Patrick Martin notamment s'en est toujours saisi, si on ne découvre pas le sujet ce matin. Après, moi, je suis très heureux d'entendre les débats. On ouvre le débat. Dany Lang dit effectivement 3 ans, c'est long. Je suis un peu d'accord avec vous. Effectivement, 3 ans, c'est long. Moi, en tant que chef d'entreprise, au bout de 3 ans, si on ne sait pas si quelqu'un... Oui, c'est ça. On peut se faire un jugement. Mais franchement, maintenant, chef d'entreprise... C'est pas non plus 3 semaines. Et puis, ça dépend des métiers. Entre, moi, je ne les connais pas tous, mais dans nos métiers, il faut quand même... peut-être 1 an, si j'ose dire. Voilà. Mais je ne sais pas, ouvrons le débat. Où est-ce que je veux dire, le sujet, encore une fois, ce que fait Patrick Martin et le MEDEF là-dessus, c'est dire, et je rejoins le point, le gros défaut des chefs d'entreprise, c'est d'être pragmatique. On est sur le terrain, tous les jours. C'est nous qui recevons les bons de commande, qui allons chez le client, qui payons les gens, etc. Donc, on cherche des solutions pratiques, concrètes, qui marchent, si j'ose dire. Le sujet des diplômes, bien sûr que c'est compliqué de dire à quel niveau, toi tu as ça, tu as droit, toi tu n'as pas ça, tu as droit. Mais ok, ouvrons le sujet, regardons, faisons bouger les lignes. Autant le sujet des retraites reste un vrai sujet, d'accord, autant le sujet du chômage des jeunes est dramatique. Et ils vont nous remplacer, enfin c'est l'avenir. Oui. C'est bidon, enfin c'est banal de dire ça d'une manière générale, mais donc prenons ce sujet, voyons voir, regardons comment on peut les insérer dans le monde du travail, ce qui sera positif pour eux en premier lieu et pour l'ensemble de la société française. Voilà, donc voilà, le débat s'ouvre, très bien, l'objectif de Patrick Martin est atteint. Et ni la CFDT ni la FO ont réagi. Suite à ça, la CGT est la seule à être sortie ce week-end, effectivement, mais les autres organisations syndicales ne sont pas contre, en tout cas le débat pour l'instant. Allez, on se quitte pour une très courte page de publicité et on parle souveraineté économique juste après. À tout de suite.